Vous faites bien de nous choisir en ce début du dernier mois de l'année pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre grande édition du journal. À la une de l'actualité, la guerre d'agression injustifiée et injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et son supplétif du M23 continue. Ce lundi 2 décembre à Lubero, ces terroristes ont lancé une offensive en larguant des bombes sur les positions des FARDC dans cette partie du Nord Kivu. Mais jusqu'à quand ce théâtre va-t-il fermer ses rideaux? La population de cette partie souffre des affres de cette guerre. Toujours dans l'est du pays, c'est un autre drame dans le lac Kivu. Le bateau Safina a pris feu en pleine navigation en provenance de Goma pour Bukavu. L'origine du feu ayant endommagé les générateurs n'est pas encore bien connue. Aucune perte en vies humaines n'est déclarée. Vous suivrez dans ce journal le responsable de transport de ce bateau qui a répondu aux questions de notre correspondant sur place. Et puis en sport, la Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior Dames continue de défrayer la chronique sportive au pays. Sur le continent, les fauves congolaises se sont qualifiées pour la prochaine étape, soit les quarts des finales de cette compétition. Après avoir battu les Tunisiennes, les handballeuses congolaises ont dompté les signes nationales de la Guinée hier dimanche 1er décembre 2024 au gymnase jumelé du Stade des Martyrs lors de la 4e journée de la phase de groupe et valident ainsi leur ticket pour le prochain tour. C'est tout pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Guerre d'agression rwandaise, la matinée de ce lundi à 5 heures précises. Lubero a été le théâtre des combats intenses qui ont éclaté dans cette partie de la province du Nord Kivu, à l'entrée de Mutambe, Utswe, ainsi qu'à Katwa et Kasinga. Les terroristes rwandais du M23 ont lancé une offensive en larguant des bombes sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements interviennent alors qu'une alerte avait été donnée la semaine dernière concernant le renforcement des positions de rebelles dans la zone. Les combats se sont intensifiés dès les petites heures de la matinée, particulièrement sur l'axe Itwe-Kasinga, avec des lignes de front toujours inchangées, indiquant l'intensité des combats. Une grande partie de la population locale se trouve en fuite suite à ces violents affrontements. Certains se dirigent vers Kirumba, d'autres par contre cherchent refuge dans les champs avoisinants. Rappelons que cette offensive survient après un communiqué récent de la coalition M23 RDF AFC dans lequel les terroristes ont clairement exprimé leur rejet du processus de paix de Luanda qui avait conduit à la signature d'un accord tendant vers la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation de la République d'Angola. En provenance de Goma, le bateau Safina a pris feu en pleine navigation sur le lac Kivu. L'origine du fait ayant endommagé les générateurs n'est pas encore bien connue. Le bateau qui transportait plusieurs passagers et des marchandises en provenance de Goma et Idjui naviguait pour Bukavu au sud Kivu. Aucune perte en vies humaines ne signalée jusque-là. Suivez le responsable du transport de ce bateau Safina et un des passagers au micro de notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïdoua. Nous avons effectivement respecté les dispositifs pris par le gouvernement national parce que, comme vous voyez les images circuler, il y a les gens qui portaient tout le monde les gilets de sauvetage et le bateau à côté, tout le monde a été évacué dans le bateau, mais aussi il y avait des mesures techniques, notamment les dispositifs techniques pour pallier à l'épanouissement du feu, notamment les instincteurs qui étaient à bord du bateau. Ils ont utilisé les instincteurs qui étaient à bord, mais ils n'ont pas pu maîtriser. Il y a eu encore le secours de notre bateau aussi. À travers aussi ces instincteurs, ils ont pu maîtriser le feu. Et nous rassurons que la technique fait tous les moyens possibles pour amener encore le bateau en bonne et due forme dans un bref délai. Lakini kuhalumia kama mkono mzuri wakaenda watunza wakatoka kwa hakuna mwanikufu. Jana sasa tulifika ngambo za nani za Ishungu, tukaona moto inaanza tokea kule kungambo kwenye wanaanza wanaongozea nani moto. Tukaona moshi unatoka pole pole. Tukaona moshi inakuwa mingi. Sisi tulikuwa mule yule wenzetu wakatuita nani bato na lungula tukatoka mwe tukani wenzetu wote wanaanza kushika mule wanashikia humu hivi hivyo tu tukaingia hapa kudrapo sasa tuliingia hapa kudrapo wakashusha hii nani shofere akaenda naongoza nani bato pole akafikisha ngambo za nani za Kisanga tayari fikisha ngambo za Kisanga tukajiuliza tutatoka bato aye
bapapa bako banatunyangura si banamuke banatufikisha pale bakashusha hii Lugamba nani pale tu kwenye bateri sinamia ndio jana bako bananyangura moyo wake tunashukia kwa hii Lugamba tunashitupa mamai banamu banakatuzola ndio banatutia pembeni vile ndio si bote tukaisha na bebe ulikuwa mule mtoto jana bote walitoka mule kwanza kwa mama alikuwa na watoto 5 jana bote wakatoka mule tukasema basi kama secure. En marge de leur mission de lobbying à Kinshasa pour le développement de leur province, les notables et dignitaires du Kasaï central ont été reçus en audience vendredi 29 novembre dernier par le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, à qui ils ont soumis des problèmes spécifiques relevant des missions de cet établissement public. Reportage. Conduite par Emmanuel Isaac Aboukapu, la délégation des notables et dignitaires du Kasaï central a échangé avec le directeur de l'office de gestion du fret multimodal OGFREM, William Kazumba. Au cours de ces face-à-face, plusieurs questions liées au développement de la province du Kasaï central, notamment le port sec de Kalambambouji et son aire de stationnement dans la commune rurale de Matamba ont été abordées. Attentif à leurs préoccupations, le directeur général de l'OGFREM a montré la disponibilité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à donner corps à ces projets. Ceux dans ces cadres que des fonds nécessaires sont logés dans les comptes de la direction régionale du Grand Kasaï, basée à Kananga. Il appartient à ce jour aux autorités provinciales du Kasaï central de mettre à la disposition de l'OGFREM des titres fonciers pour faire avancer les projets comme c'est le cas dans d'autres provinces. Je viens rencontrer M. Désir de l'OGFREM pour 3 petites choses que nous sommes venus exposer à son édifice. Parmi les problèmes, nous avons parlé des ports secs, les Kalambambouji bien sûr. Nous avons également parlé d'une aire de stationnement qui a été prévu pour construire à Kananga, pour être construit à Kananga, précisément à Matamba. Nous avons également posé les problèmes de la construction d'un immeuble imposant pour l'OGFREM au Kasaï central à Kananga. Enfin, le 4e dossier, c'est comment alors l'OGFREM Kananga peut engager nos jeunes gens qui terminent l'université toutes ces années sans être employés. S'agissant de l'aire de stationnement de Matamba, le directeur général de l'OGFREM a également rassuré ses visiteurs de sa disponibilité à réaliser ces projets à condition que les autorités provinciales revoient de manière réaliste le préalable lié à sa délocalisation et l'indemnisation de quelques familles s'y trouvant. Ici est de rappeler que le port sec de Kalambambouji représente économiquement un enjeu stratégique pour l'espace Grand Kasaï et les provinces voisines dans les commerces extérieurs via l'Angola. D'amener à bon port ces grands projets qui peuvent désengorger notre province. Et clôture samedi dernier de la semaine congolaise du tourisme à Kinshasa. 23 provinces dans le sud Kivu ont participé à ces assises. La culture congolaise a été démontrée dans toutes ses facettes. Une première afin de booster le développement du secteur touristique en République démocratique du Congo. Tony Nzolameso et Donel Mbouy témoins de cet événement. Le 26 novembre 2024, la semaine congolaise du tourisme ouvre ses portes à Kinshasa. Pendant 5 jours au Palais du Peuple, le visiteur venu de tous les horizons ont découvert des innovations de la culture congolaise dans sa diversité révolutionnant l'air quotidien. Organisée sous le coparrainage du ministère du Tourisme et de l'Organisation nationale du tourisme, la semaine congolaise du tourisme était un grand moment d'exposition des savoir-faire et d'échange des cultures congolaises. 23 provinces au total, dont la province du Sud Kivu, ont participé à cette 4e édition. Catherine Balemba Tijanga, la ministre provinciale du tourisme au Sud Kivu, a salué l'organisation de ces assises. Nous disons sincèrement merci pour votre politique de proximité et pour cette opportunité nous accorder d'assister à la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Nous sommes donc persuadés que cette flamme touristique qui s'est allumée ne s'éteindra plus jamais en RDC, qu'elle va illuminer et éclairer
toutes les provinces d'aller toujours vers les hauteurs. La semaine congolaise du tourisme s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de faire du tourisme congolais un des leviers pour la diversification de l'économie congolaise. La ministre provinciale du tourisme au Sud Kivu appelle la population congolaise et du monde entier à visiter sa province. La particularité au stand de la province du Sud Kivu, c'est aussi ses œuvres d'art étonnantes, notamment ses mobiles en étage et à biréré fabriqués localement à base de feuilles de bananiers. Dans la province de l'Ituri, le week-end dernier a été marqué par la rentrée judiciaire à la cour d'appel. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives de la province au cours de l'audience publique prévue à cet effet. Les principaux sujets touchant à la vie de la population de cette province ont été abordés. Détail dans ce reportage. Au cours d'appel de l'Ituri, la rentrée judiciaire a été effective. Cette reprise des activités a été marquée par une audience solennelle publique caractérisée par les discours du premier président du cours d'appel de l'Ituri, qui a développé une thématique de droit en rapport avec la protection des héritiers mineurs dans la succession. Le magistrat Annuel Chamavou a démontré les points forts et faibles selon les codes de la famille, tout en proposant des pistes de solutions. Dans les successions où il y a des mineurs, il serait bon qu'on prenne une quote-part des biens de la succession qu'on laisse de côté comme réserve jusqu'à ce que ces mineurs deviennent adultes. Et on va apprécier est-ce qu'on a respecté leurs droits ou pas. Si on n'a pas respecté leurs droits, on touche sur les biens réservés pour leur donner, il y aura de l'équité. Dans sa mère Kyria, Madame la procureure générale de la Cour d'appel de l'Ituri, Edoxy Maswama, a interpellé la conscience des services publics de l'État à jouer leur rôle afin de protéger la population de l'Ituri face à la problématique de prolifération de boissons fortement alcoolisées qui constitue une menace sécuritaire sociale dans une province en proie aux groupes armés. J'ai vraiment appelé l'OCC à pouvoir ouvrir vraiment les yeux, à s'impliquer davantage et à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir procéder au contrôle des boissons que la population prend, de manière à ce que si cet office constate après examen d'échantillons qui ne rentrent pas dans la réglementation, qu'ils puissent déjà les détruire plutôt que de le donner ou de le remettre dans la population. Dans son allocution, le doyen de l'ordre des avocats de l'Ituri, Maître Rifé Louko, a plaidé pour la protection de ses pairs dans l'exercice de leurs fonctions. Nous attendons, M. le Président, que la Cour, et en particulier le parquet général et l'auditoire supérieur, puissent veiller sur toutes les dénonciations à charge des avocats, que notre bâtonnier soit informé. Signalons que la rentrée judiciaire s'organise chaque 15 octobre de l'année. Ces retards sont dus pour des raisons organisationnelles. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, honorable Sami Djakonga, a été représenté par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, honorable Pelé Kaswara. La 11e session de la conférence de gouverneurs de province clôturée à Kalemi dans le Tanganyika. La prochaine session est annoncée pour Kolwezi dans la province du Lualaba. Le gouverneur de Sud Kivu se félicite de la formation donnée aux gouverneurs par le président de la République, chef de l'État, leur rappelant la nécessité de bonne gestion en tant que pilier de développement et de la reconstruction des provinces. Jean-Jacques Porossi Sadiki est revenu sur le fond de leur mémorandum. Suivez-le. Par les détails et les assurances qu'il a données aux gouverneurs de province en tant que président de la conférence des gouverneurs, le président de la République nous a réarmés, nous a requinqués et nous a fait comprendre que nous sommes les piliers du développement et de la reconstruction de nos provinces respectives et partant de tout le pays. Et je suis au moins très content. Vous avez suivi comme moi son discours, son intervention qui est très rassurant. Vous avez aussi suivi le mémorandum que les gouverneurs de province lui ont adressé. Et ce mémorandum était clair. Il demandait plus de moyens pour faire fonctionner les provinces. Il demandait notamment la rétrocession. À part la rétrocession, il demandait aussi des moyens techniques pour fonctionner. Il demandait aussi effectivement des fonds d'investissement. Il demandait toute une série de projets pour mieux faire fonctionner les provinces. Et nous sommes très ravis que le président de la République nous a dit, qu'il va nous appuyer, il va nous accompagner et il est tout à fait d'accord avec nous.
Il a même dit qu'il tiendra, comme il a toujours fait, ses promesses. Il a insisté sur la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion de la chose publique, la politique de redevabilité et la nécessité de rétrocéder aussi ce que nous générons dans la province, une partie aux entités territoriales décentralisées et de travailler aussi avec l'inspection de la territoriale ainsi que l'inspection générale des finances pour que le suivi et l'évaluation de nos actions soient réels. Et il nous a aussi dit qu'il va nous évaluer par rapport à nos actions. Vraiment, nous sommes très satisfaits par rapport à son intervention et à cette opportunité qu'il nous a offerte de délocaliser cette importante activité vers la province sœur du Tanganyika ici. Dans un contexte aux énormes enjeux et défis dans lequel s'inscrit la République démocratique du Congo, il est impératif de se servir des acquis de la Conférence nationale souveraine, estime le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, d'autant plus que tous n'aspirent qu'à un Congo indépendant aux allures d'une nation unie qui répond aux attentes de son peuple. Suivez le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Dans ce pays, le peuple s'était réuni. Les délégations venant de tous les coins, de toutes les couches sociales, de toutes les institutions, avaient pris part à la conférence nationale souveraine et a produit des matières qui aujourd'hui restent d'actualité parce que, comme vous le voyez, nous continuons toujours à travailler pour le bien-être de l'homme congolais. Et ce bien-être passe justement par des changements, changement de mentalité, changement de méthode, changement d'approche, mais également une structuration de notre façon d'agir et de gouverner. Il dit en tout cas, les résolutions et les actes de la conférence restent d'actualité. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui sont engagés, mais vous comprendrez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un problème de mentalité, un problème de comportement qui est à la base de tout ce que nous vivons comme problème aujourd'hui. C'est pour cette raison que moi je demande à ce que chacun et chacune des Congolaises, tout comme tous ceux qui résident ou qui aiment ou qui veulent vivre aisément dans notre pays, puissent se procurer ce livre. Regard sur les résolutions de la Conférence nationale souveraine 30 ans après, tel est le titre d'une nouvelle publication qui vient d'enrichir la littérature congolaise. Son auteur est le chercheur Valentin Yamba Bongama. L'ouvrage, préfacé par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a été porté sous les fonds baptismaux par la même personnalité ce vendredi 29 novembre 2024 dernier au cours de la cérémonie de vernissage au centre jésuite CEPAS à Kinshasa-Gombe. Ebenezer Bwanga Wenamoyo et Joseph Ikati étaient témoins de cet événement pour le compte de Congo 26 Télévision. C'est devant des scientifiques, politiques, acteurs sociaux, des amis du livre et des amoureux de la lecture que la bénédiction a été prononcée sur cette publication. Il a pris les risques majeurs, celui de préfacer cet ouvrage de 414 pages paru aux éditions Mediasport Kinshasa de manière citoyenne et scientifique. Lui, c'est le professeur Dr Modeste Bahati Lukwebo. C'est sous des acclamations nourries de l'assistance que ces scientifiques et politiques a baptisé l'ouvrage. Regard sur les résolutions de la Conférence nationale souveraine. 30 ans après, livre de compilation de l'auteur Valentin Yamba Bongama. Je vous porte au fond baptismaux et vous souhaite beau vent, que chaque Congolais ne puisse jamais vous manquer pour son avenir et pour son devenir. Regard sur les résolutions de la Conférence nationale souveraine 30 ans après. Dans ce livre, l'auteur Valentin Yamba Bongama explore les vécus et l'organisation de la Conférence nationale souveraine tenue de février à juin 1991, tout en présentant ses acquis et perspectives. Cet ouvrage est véritablement une balise, un travail exploratoire et instrument avant-gardiste dans la mesure où les nouvelles perspectives pour d'autres recherches en vue de mieux connaître et comprendre la République démocratique du Congo. Participant vivant à la Conférence nationale souveraine, le professeur Dr Modeste Bahati a retracé
l'histoire en exposant les circonstances menant à la tenue de la dite conférence autrefois et les leçons en attiraient. La grande leçon à retenir de la conférence nationale souveraine, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Alors, occupons-nous du peuple si nous voulons garder le pouvoir. Quel est donc l'intérêt de cet ouvrage plus de 30 ans après la tenue de la conférence nationale souveraine? Le deuxième vice-président du Sénat répond. Dès lors, les actes et les résolutions de la conférence nationale souveraine devaient être opposables à tous. Je vous conseille vivement de vous procurer ce livre-là. Vous verrez dans l'introduction, et même au premier chapitre, quelles étaient les péripéties avant que les travaux de la conférence nationale souveraine ne démarrent effectivement. Un exercice intellectuel ardu pour le deuxième vice-président du Sénat, car, bien avant cette cérémonie, il avait baptisé 3 autres publications, la preuve de sa disponibilité, dont la promotion de la science et la culture. Prenons cette mise au point de Interlac Groupe Taverne, faisant état d'un groupe d'anciens travailleurs ligués contre l'employeur de la société. Dans un communiqué de presse publié par sa cellule de communication, la société Interlac dénonce ce qu'elle appelle activisme d'un petit groupe de ces anciens travailleurs qui se sont ligués contre Modeste Bahati Lukwebo, l'employeur de cette firme, afin de ternir son image à travers les réseaux sociaux. En vue d'éclairer l'opinion publique, la société Interlac SA souligne premièrement qu'elle s'est acquittée du paiement de tous les passifs sociaux, à savoir les arriérés de salaire, les décomptes finales conformément au Code du travail. À titre de rappel, ces mêmes groupes d'anciens travailleurs avaient saisi le tribunal de grande instance de Kalemi dans un conflit individuel de travail en réclamation des sommes que l'entreprise qualifie de colossales. Cette firme déplore cet activisme cherchant à politiser une affaire définitivement close sur le plan administratif et dont la procédure judiciaire est en cours. La deuxième force politique de l'Union sacrée, Alliance des forces démocratiques du Congo et AFDCA, ne cesse de s'élargir. Elle a une nouvelle fille, Alliance des démocrates libéraux radicaux ADL. Le parti a rejoint la famille AFDCA, regroupement politique cher au deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, lors de la cérémonie d'adhésion organisée le samedi 30 novembre dernier à Kinshasa. Reportage. C'est une décision ferme prise par l'Alliance des démocrates libéraux radicaux ADL de servir la nation sous la bannière du doyen Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA. L'adhésion de l'ADL au sein de l'AFDC à ce jour est un témoignage éloquent de la volonté de cette formation politique de partager le même idéal que la plateforme considérée comme la deuxième force politique de l'Assemblée nationale. C'est tout le sens à donner à cette cérémonie voulue grandiose. Le secrétaire général de l'AFDCA, représentant l'autorité morale, un bon père de famille, a adressé son mot de bienvenue à l'ADL, tout en exposant les leçons préliminaires en rapport avec ses membres incontournables de l'Union sacrée. Les pouvoirs de parler au nom du regroupement. Donc à partir de ce lieu, dans vos réunions, dans votre siège, dans vos activités, il y aura des drapeaux qui vont flotter. Les drapeaux ADEL et les drapeaux du regroupement AFDCA. Ensuite, Guy Richard Malongo a remis au président de l'ADEL quelques insignes de l'AFDCA, synonyme de l'intégration officielle de ce parti à la famille politique qui pilote le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Nos sincères remerciements au professeur Bahati pour nous avoir accepté. Nous en sommes très reconnaissants. Un acte qui n'a pas laissé indifférent Omer Mujumbu Chakalai, président de l'ADEL. Ému, il est revenu sur les motivations de son parti à adhérer à l'AFDCA. Notre meilleur choix, c'est aller vers un regroupement suffisamment installé, suffisamment stable, qui peut garantir aussi notre sécurité et ce qui concerne les seuils de responsabilité et d'éligibilité. Ainsi, a-t-on souhaité bon vent à l'ADEL, désormais aux côtés de l'AFDCA, sous la direction de son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, pour un Congo fort, uni, prospère, au profit du peuple congolais. Bonne continuation des activités.
Réconciliation nationale, fin du franc CFA et souveraineté. Voilà les trois priorités du programme de gouvernance de Simone Veil, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, désignée le samedi 30 novembre dernier par son parti Mouvement de Génération Capable comme candidate à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Surnommée la Dame de Fer en raison de son implication auprès de son ex-mari, l'ancienne première dame compte elle-même cette fois-ci briguer la magistrature suprême et dit vouloir bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Reste à savoir si Simone Veil, son parti MGC, ont les épaules pour soulever ce défi après seulement 2 ans d'existence. Et puis pour finir, à la Coupe d'Afrique des Nations Handball 2024 organisée à Kinshasa, les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour les quarts de finale après la Tunisie. La chucotte des Léopards dames n'a pas épargné les Silly nationales de la Guinée hier dimanche 1er décembre au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte dans cette rencontre comptant pour la 4e journée de la phase de groupe. Trésor Corneille-Tambi pour les détails. Il s'agit de la 3e victoire de la RDC dans cette phase de groupe de ce championnat d'Afrique de Nations de handball sur les 4 sorties. Pour cette rencontre de la 4e journée, les handballaises congolaises n'avaient besoin que de cette précieuse victoire face aux Silly nationales de la Guinée pour assurer leur qualification en quart de finale et honorer le statut de la RDC, pays hôte. 32-24, tel est le score qui a séparé les deux sélections. Le premier acte a vécu une domination congolaise avec notamment la précision de la joueuse Alexandra Chenou dans ses contres et tirs, se sanctionnant ainsi par les scores des 16-12 en faveur des Léopards. Les Congolaises ont également assuré le maintien de leur domination grâce à la joueuse Clément Machi qui a fait trembler à 8 reprises les filets guinéens. Bien que les Silly nationales ont tenté, elles n'ont pas perturbé la capitaine Christiane Moississa et ses coéquipières qui ont été héroïques encore cette soirée. Déjà qualifiée pour la prochaine étape, la sélection congolaise devra défier l'Angola ce mardi 3 décembre pour la dernière journée de la phase de groupe. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les fauves congolaises. Et ce communiqué nécrologique, la famille Lokale et notre confrère Patrick Leconi annoncent à la communauté Shingalopaka se trouvant à Kinshasa, aux amis et connaissances, la mort de leur grand frère, père, grand-père et arrière-grand-père, Alphonse Oelo Lokale, décès survenu à Kinshasa des suites d'une maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Recueillement tous les jours sur l'avenue Yango, numéro 10, quartier Mpassa 1, référence Terre Jaune, commune de Lintélé. Vendredi 6 décembre, veillée mortuaire à partir de 18h dans la salle Bon Désir située sur la même avenue Yango au numéro 1, quartier Mpassa 1, référence Terre Jaune, commune de Lintélé. Samedi 7 décembre à 8h, levé du corps de la morgue Maman Olive Lembe de Kinkole, 12h enterrement au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité, 15h bain de consolation, signé la famille Oelo. Fin de cette grande édition, je vous rappelle ses principaux titres. La guerre d'agression injustifiée et injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et son supplétif du M23 continue. Ce lundi 2 décembre à Lubero, ces terroristes ont lancé une offensive en larguant des bombes sur les positions des FARDC dans cette partie du Nord Kivu. Mais jusqu'à quand ce théâtre va-t-il fermer ses rideaux? La population de cette partie du pays souffre des affres de cette guerre. Toujours dans l'est du pays, c'est un autre drame dans le lac Kivu. Le bateau Safina a pris feu en pleine navigation en provenance de Goma pour Bukavu. L'origine du feu ayant endommagé les générateurs n'est pas encore bien connue. Aucune perte en vie humaine n'est déclarée. Vous avez suivi dans ce journal le responsable de transport de ce bateau qui a répondu aux questions de notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgois. Et puis, sport, les handball, la CAN handball senior dames continue de défrayer la chronique sportive au pays et sur le continent. Les fauves congolaises se sont qualifiées pour la prochaine étape, soit les quarts de finale de cette compétition. Après avoir battu les Tunisiennes, les handballeuses congolaises ont dompté le Silly national hier dimanche 1er décembre 2024 au gymnase jumelé du Stade de Martyrs lors de la 4e journée de la phase de groupe et valident ainsi leur ticket pour le prochain tour. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure sur les antennes de votre chaîne, toujours Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir.